Je vais juste présenter avec Solène un papier sur le recrutement et la caractérisation des citoyens de la Convention, en venant d'abord sur la question du recrutement, après pour caractériser une partie de comparaison avec des enquêtes nationales, puis une réflexion plus générale sur la question des citoyens délibératifs comme caractéristique des citoyens participant à des assemblées citoyennes. Euh, pour démarrer, il faut rappeler l'enjeu de la légitimité politique du tirage au sort qui est largement contesté. On l'a vu au cours de la Convention citoyenne, autour de deux grands thèmes. Il y a d'autres contestations possibles aussi, mais un thème, c'est celui de l'incompétence des citoyens ordinaires, qui touche à un des fondements du système représentatif, dont on sait que c'est un système aristocratique, parce qu'il postule l'inégalité des compétences politiques, alors qu'au contraire, le tirage au sort, lui, postule l'égalité des compétences politiques. Et donc, il y a tout un débat sur la légitimité politique du tirage au sort, pour lequel je pense que la Convention citoyenne a été un pas en avant, marquant la possibilité et la légitimité politique d'assemblées citoyennes de ce type. Et puis, une deuxième critique qu'on a beaucoup entendue autour de la Convention citoyenne, qui est plus technique, disons, qui est autour des biais de sélection. Et on a parlé, par exemple, pour la Convention citoyenne, un journaliste sur un plateau télé s'est laissé aller à dire que c'était une assemblée de Khmer verts. Euh, voilà, donc on sait qu'il y a ces critiques-là, et donc pour y répondre, il s'agit de caractériser d'abord la légitimité politique du recrutement, en rappelant d'abord que, assez classiquement dans la littérature, il y a trois critères qui sont utilisés pour euh, définir la légitimité démocratique de la participation politique. Un critère d'input qui est la représentativité des publics assemblés, la qualité descriptive, même si souvent, par exemple, c'était le cas pour le grand débat, c'était réduit simplement au nombre de participants. Le throughput, pour caractériser le caractère inclusif et la qualité de la délibération, et output pour caractériser la portée des résultats. Ça fait largement consensus de présenter très souvent la légitimité démocratique sous ces trois angles-là. Et donc nous, en s'occupant du recrutement, c'est plutôt la légitimité d'entrée, l'input qu'on cherche à caractérisé. On sait que, Dimitri l'a dit tout à l'heure, aucun mini-public ne peut atteindre une représentativité statistique du fait de sa taille. Et donc, ce qu'il faut chercher, c'est une légitimité descriptive, donc cette légitimité d'entrée, qui a été recherchée pour la Convention citoyenne grâce à un cahier des charges assez exigeant. Et je ne souscrirai pas au qualificatif de quota arbitraire qu'a employé Dimitri, parce qu'au contraire, ils font l'objet en tout cas pour la Convention, ça a fait l'objet d'une réflexion assez forte, avec la volonté d'aller pour créer une France en miniature, c'est ce qui avait été mis en avant par le comité de gouvernance, des critères de sélection allant au-delà des quotas classiques des instituts de sondage. Et notamment, on a exigé que le niveau d'éducation soit pris en compte, ce qui n'est jamais fait dans les sondages, parce que c'est un biais qu'on avait notamment très largement mis en avant dans les analyses du grand débat, où finalement il y a des populations dont les trois quarts ont un niveau au moins égal au bac, alors que c'est 40% de la population française aujourd'hui. On a aussi exigé d'avoir une meilleure représentation que la taille des agglomérations en utilisant le zonage en aire urbaine et en contrôlant les quartiers prioritaires de politique de la ville. On a pris l'ensemble des résidents français en France métropolitaine à partir de 16 ans, et on a contrôlé la taille du ménage, et on a amélioré la représentativité par l'ajout des citoyens des collectivités d'outre-mer. Christiane en a parlé. Et aussi avec deux personnes en situation de grande pauvreté qui ont été recrutées en dehors du tirage au sort par les petits frères des pauvres, dont une qui était à la rue 3 semaines avant son entrée à la Convention.
Mais si l'on rapporte les 175 personnes recrutées par Harris Interactive avant pour être disponible pour la première session de la convention, aux 11 400 qui avaient accepté l'échange au cours du recrutement, l'échange téléphonique au cours du recrutement, ou aux 96 500 numéros de téléphone appelés, on a ce qu'on appelle un taux de réalisation du recrutement qui est très faible, inférieur à 2%, si on fait le premier ratio. Et donc, la conclusion qu'on tire pour tous les mini-publics, c'est qu'il s'agit toujours d'un panel de volontaires, mais ces volontaires résultent d'un tirage au sort et non d'un appel à volontaires, et donc pas d'une auto-sélection. Et donc, ça crée trois tâches, et c'est le propos de ce papier. D'abord, la nécessité de vérifier que le mixage donc, entre le tirage au sort, la motivation et la disponibilité qui fait qu'on passe des 11 000 numéros appelés aux 175 qui étaient disponibles pour la première session, que ce mixage correspond bien aux critères de recrutement définis. Souvent, les délais conduisent à relâcher un peu des critères. Ça n'a pas été le cas pour la Convention citoyenne. Par contre, la structure du réservoir des suppléants était insuffisante et donc ça a conduit à des recrutements supplémentaires pour les sessions 2 et la session 4. La deuxième tâche, c'est de contrôler comment ce mixage déforme la structure des opinions des participants par rapport à la population en comparant leurs opinions sur un certain nombre de questions touchant au sujet même qu'ils abordent avec des enquêtes nationales. Et la troisième tâche, c'est de contrôler si ces biais éventuels sont susceptibles d'influencer la délibération. Ça, c'est vraiment une question de recherche parce que c'est ce lien entre recrutement et influence, l'influence que comment les caractéristiques du recrutement peuvent influencer la qualité de la délibération reste un sujet de recherche sur lequel il n'y a encore pas énormément de littérature, mais on proposera plusieurs approches pour aborder cette question. Alors, j'en viens à la première tâche, qui est la question du recrutement, et donc à la question de la conformité du tirage au sort au cahier des charges, en rappelant simplement au départ que les deux principales modalités du tirage au sort de mini-public, c'est soit on les recrute via des access panels d'internautes. En France, par exemple, Ipsos a un access panel de 600 000 internautes dans lequel des différentes conférences de citoyens ont été tirées. Ou alors on les recrute, comme ça a été le cas pour la conférence de citoyens, de la Convention citoyenne, pardon, en tirant des numéros de téléphone, soit en les générant aléatoirement, soit en les tirant sur la base des numéros attribués par l'Arcep, ce qui permet d'avoir de n'avoir que des numéros effectivement attribués, alors qu'une génération aléatoire crée beaucoup de déchets. Et deuxième aspect, il y a le recrutement a suivi un schéma qui est commun, en gros, au recrutement de tous les mini-publics tirés au sort, constitution d'une base de sondage, là, 300 000 numéros de téléphone, tirage au sort initial dans cette base de sondage, 96 500 numéros qui ont été tirés au sort, qui correspondaient à des abonnés et ont été contactés en septembre. Un processus qu'on appelle processus d'enrôlement dans la littérature, qui consiste justement à avoir ces échanges téléphoniques avec les gens. Donc 11 400 personnes ont engagé un échange et là-dedans, finalement, que 4 100 ont exprimé un intérêt pour participer, ce qui est un taux tout à fait remarquable, extrêmement élevé. D'habitude, il est nettement plus faible. Mais la finalisation du recrutement a évidemment réduit beaucoup cet échantillon. Finalement, 191 personnes avaient été retenues par Harris, dont 16 ont démissionné très rapidement avant même la première session. Et donc, il restait disponible pour la première session 175 personnes, comme je l'ai dit. Si on regarde maintenant la répartition de cette population sur différents critères, je ne vais pas commenter du tout les tableaux, je veux simplement noter que ce qu'a noté Harris, il y avait dans leurs appels téléphoniques très clairement des déformations liées essentiellement au niveau d'éducation, avec une surreprésentation des diplômés. Et donc, au cours des appels téléphoniques, on vérifie au fur et à mesure
que les gens rentrent encore dans les quotas. Et donc, une bonne partie des gens qui étaient appelés, au fur et à mesure du recrutement, étaient en surnombre par rapport, les quotas étaient déjà pleins, donc étaient en surnombre. Donc, c'est un processus comme ça itératif où il faut rentrer dans les quotas. Mais le principal obstacle rencontré, c'était celui de la disponibilité, hein. Entre les 4500 qui avaient montré leur intérêt à participer et les 191 recrutés, c'est des problèmes de disponibilité plus que de motivation qui font que les gens pouvaient effectivement participer aux 6 sessions qui leur étaient annoncées dès le départ. Et donc, on a quand même, au bout du compte, un recrutement qui respecte d'assez près les quotas annoncés, et notamment les quotas sur les variables qu'on avait rajoutées. Là, j'ai mis diplôme et unité urbaine. Et donc, je tiens à souligner que même si on est un tout petit peu au-delà sur les diplômes supérieurs au bac, on a globalement une convention citoyenne où la part des diplômés n'excède pas énormément celle qui existe dans la population française, ce qui est tout à fait remarquable parce que c'est très difficile à obtenir. Et de même, on peut regarder qu'on a 13%, à peu près quoi, 12,5% de gens habitant dans les politiques, dans les quartiers de politique de la ville, 13% en France, donc on est très proche. Donc on a une représentation de la population française qui respecte une grande diversité de critères, beaucoup mieux que la plupart des sondages, par exemple. Alors que ce sont des gens engagés qui se sont engagés sur 6 sessions. Donc maintenant, voilà, je passe la parole à Solène pour regarder comment cette population dont on a vérifié qu'elle répondait aux critères de recrutement répond à un certain nombre de questions d'opinion par rapport à des enquêtes nationales. Solène, à toi. Merci Jean-Michel. Donc, bonjour à toutes et à toutes. Dans cette deuxième partie, je vais vous présenter en fait une comparaison entre les réponses que les citoyens ont fait aux questionnaires distribués par les chercheurs lors de la Convention citoyenne à des questions des enquêtes nationales, afin de voir en fait qu'est-ce qui peut montrer une certaine spécificité en fait des citoyens présents à la Convention citoyenne par rapport au reste de la population. Donc, avant toute chose, en fait, il nous semble important de souligner quelques remarques sur la comparabilité et notamment les limites méthodologiques par rapport aux analyses et aux comparaisons que je vais faire par la suite. Puisque, en fait, pour caractériser et comparer les citoyens de la Convention citoyenne à la population générale, en fait, dans les questionnaires que les chercheurs ont distribués aux citoyens de la Convention citoyenne, il y a eu des questions qui ont été reprises mot à mot d'enquêtes nationales récurrentes telles que le baromètre du CEVIPOF, pardon, l'adresse, la DME, etc., afin de faciliter en fait la comparaison a posteriori. Cependant, ça ne veut pas pour autant dire que ces enquêtes nationales sont des échantillons de contrôle, parce que notamment, il n'y a pas forcément les mêmes quotas de recrutement entre la population questionnée dans ces enquêtes nationales et l'échantillon des citoyens de la Convention. Et également, même si on a essayé de comparer à des enquêtes nationales les plus récentes et les plus proches du moment où la Convention citoyenne a eu lieu, notamment les premières et deuxièmes sessions, ça nous protège pas totalement des écarts conjoncturels qu'il peut y avoir, en fait. Donc voilà, cela en tête, ça nous permet de dire que les analyses que je vais faire par la suite ne sont pas strictement statistiques. Par contre, elles sont qualitatives et elles n'empêchent pas les écarts d'être significatifs, comme on va le voir par la suite. Donc en fait, on a relevé quelques points qui nous paraissaient intéressants à comparer. Le premier, c'est la question de la confiance accordée aux autres. Donc en fait, à la question peut-on faire confiance à la plupart des gens ou est-ce qu'il faut être méfiant finalement, on voit que selon le baromètre du CEVIPOF, une majorité de la population, donc 65%, se déclare plutôt méfiant envers les autres, tandis qu'à la Convention citoyenne, on a une petite majorité, donc 52%, qui eux se déclarent plutôt confiants. Donc en fait, on a des citoyens qui manifestent une confiance accrue par rapport au reste de la population aux autres. Et en fait, c'est intéressant parce que la confiance, en fait, ça semble être quand même un élément assez essentiel en fait, au processus délibératif, puisque en fait, pour s'engager dans un processus de délibération,
et voilà, de discussion et de compréhension. Il faut avoir confiance aux personnes envers les personnes, avec lesquelles on va discuter, envers les experts, auditionnés et cetera. Donc voilà, la question de la confiance nous paraissait assez intéressant à souligner. La deuxième chose que nous avons trouvé intéressante, c'était, la question qui était posée sur l'école. Donc, est-ce que, l'école devrait plutôt donner, le sens de la discipline et de l'effort ou, un esprit éveillé et critique? On voit que, encore une fois, dans le baromètre, du Cevipof, on a une majorité de la population, à 56 qui a une préférence pour la discipline et l'effort, tandis qu'on a quand même 65 des citoyens de la convention qui, eux, préfèrent, la question de l'esprit éveillé et critique. Et là encore, par rapport au processus délibératif, ça paraît assez intéressant puisqu'effectivement, un esprit éveillé et critique, c'est aussi une nécessité pour, en fait, aborder des questions avec un esprit ouvert et du coup, avoir une délibération plutôt efficace. Donc voilà, ça aussi, ça nous paraissait intéressant. Troisième chose, c'était sur la question des lieux d'appartenance. À quel lieu avez-vous personnellement le sentiment d'appartenir avant tout? Donc, dans le baromètre d'opinion de l'adresse, on voit que les citoyens de la population en général ont plutôt tendance à s'identifier à une échelle nationale, donc soit à la France, soit à des échelles plus locales en France, c'est-à-dire à la région, à la commune, au département. Mais voilà, en tout cas, très, très majoritairement en France ou à des endroits plus locaux en France. Tandis que les citoyens de la Convention ont répondu beaucoup plus massivement, s'identifier au monde et à l'Europe. Et ça nous paraissait très intéressant parce que, on peut émettre l'hypothèse qu'avec cette identification d'une citoyenneté peut-être, à des échelles plus élevées, les citoyens en fait s'intéressent à des problématiques et à des enjeux en fait qui vont, être plus globaux que, simplement, des enjeux nationaux et notamment la question du climat. Donc ce qui nous amène à notre quatrième partie qui est sans doute, la plus importante, c'est, la comparaison entre les avis des citoyens concernant les questions sur le changement climatique. Donc, d'une part, les causes. Alors, on voit que dans le premier graphique que, les citoyens considèrent, beaucoup plus massivement que le reste de la population que, le changement climatique est dû à, l'activité humaine. Après bon, ce 1er graphique peut être enfin la comparaison peut être questionnée puisque, là, l'European Social Survey date de 2016, donc effectivement, là, il peut y avoir un véritable écart conjoncturel. Bon, on a quand même voulu, montrer quand même qu'il y avait un écart, mais voilà, c'est à prendre, heu, avec des pincettes, on peut dire. Par contre, le 2e graphique est beaucoup plus intéressant puisque, non, ah, voilà, c'est toujours sur les causes, mais, la question de l'ADME qui a été fait en octobre 2019, en fait, a eu lieu exactement au même moment que la convention, que la session 1 entrée. Donc là, l'écart est vraiment très significatif puisque, en fait, on a quand même 88 des citoyens qui considèrent que les désordres du climat sont les causes du changement climatique, contre seulement 58 de la population générale. Donc il y a une conscience plus accrue, sur les causes, du changement climatique. Ensuite sur, la question des conséquences, hem et je vais aller assez vite parce que c'est vrai que le temps tourne, mais là, sur la question des conséquences, on a le même type d'écart où on peut voir, que les citoyens, considèrent, de manière enfin, enfin, ils sont beaucoup plus nombreux à considérer que les conditions de vie deviendront extrêmement pénibles à cause du dérèglement climatique et qu'il faudra modifier de manière importante nos modes de vie. Et donc là, on voit vraiment des écarts significatifs avec le reste de la population, notamment à une enquête nationale qui a été, faite exactement au même moment que, le questionnaire, de la conscience citoyenne. Donc ce qu'on peut dire là-dessus, en conclusion et notamment sur, la question du changement climatique, c'est qu'en fait, ce qui nous paraît très intéressant, c'est que les citoyens et les citoyennes témoignent d'une compréhension supérieure au reste de la population concernant les enjeux du changement climatique. Et en fait, on peut émettre l'hypothèse que c'est justement cet intérêt pour le changement climatique qui a constitué une des premières motivations, pour les citoyens tirés au sort à participer à cette convention citoyenne. Et en fait, ce qu'on peut dire, c'est que le changement climatique est probablement un sujet, qu'on peut dire saillant. C'est-à-dire que en fait, c'est pas nécessairement un sujet clivant dans le sens où même si, le climato-scepticisme est encore une réalité, il devient un peu plus anecdotique. Par contre, c'est un sujet que on est nombreux à considérer comme, vraiment très important et en fait, si tout le monde considère que c'est important, enfin une grande partie de la population considère que c'est important, la question des solutions, fait beaucoup moins l'unanimité et beaucoup moins considérée comme acquise et c'est là où en fait la question d'un travail de délibération, devient, nécessaire en fait
et nécessite justement cette compréhension des citoyens pour participer à la Convention citoyenne pour le climat. Alors, je reprends la parole. Je sais on a mangé nos 20 minutes. Je vais aller très vite sur cette dernière partie qui demanderait du temps à elle seule pour dire trois choses. La première chose, c'est que le constat général qui est fait dans toute la littérature, à la fois sur les sondages, sur les internautes des access panels, sur les mini-publics, c'est que les citoyens qui répondent et participent sont significativement différents de ceux qui ne le font pas. Donc, à partir de ce constat, le problème, c'est de caractériser les motivations différentielles à participer ou à répondre à des enquêtes. Et donc, il y a un certain nombre de travaux, mais il n'y a pas une littérature extrêmement abondante là-dessus, qui identifie déjà un certain nombre de ces motivations différentielles. Par exemple, en mettant beaucoup en avant la question de la rétribution de la participation pour les panels d'internautes. Pour la Convention citoyenne, ça a été posé dans le questionnaire des animateurs à l'entrée. Personne ne cite cette motivation dans les raisons de participer. Mais ce qui ressort de ces tentatives de caractériser des motivations différentielles, c'est que le processus de recrutement peut avoir une influence sur la dynamique de la délibération ultérieure en sélectionnant préférentiellement certains types de motivations plutôt que d'autres. Et c'est ce qui m'avait amené dans un précédent papier à faire l'hypothèse que ça sélectionne notamment ce qu'on peut appeler des citoyens délibératifs. Euh, euh, donc, je passe là-dessus sur les différentes approches possibles dans la littérature. Pas le temps d'y revenir. Je reviendrai sur celle-ci. Et pour dire que ces citoyens délibératifs, la littérature montre qu'ils attachent plus d'importance à exprimer leur avis et à participer à un exercice collectif propice pour le faire. Ils craignent moins l'expression du désaccord politique en face à face que la plupart des gens. Ils sont plus disposés à évoluer dans leurs opinions du fait de la valeur sociale qu'ils attribuent à la discussion collective. Et un certain nombre des questions qui étaient dans le questionnaire chercheur ou dans le questionnaire des animateurs permettent de corroborer effectivement pour les citoyens de la Convention ces caractéristiques. Alors, je n'ai pas le temps de les détailler, mais je tiens à dire que l'ensemble des résultats des enquêtes, c'est le topo sur le recrutement, la comparaison avec les enquêtes nationales et le tri à plat de tous les questionnaires des chercheurs sont aujourd'hui disponibles. C'est fait, le travail est fait et on va les mettre en ligne prochainement pour que vous puissiez avoir accès aux résultats. Là, c'est des résultats des questionnaires des animateurs. Je ne sais pas ce qui est l'intention qu'ils ont, mais qui sont disponibles aussi, mais je ne sais pas s'ils ont l'intention de les mettre à disposition, de les mettre en ligne, par exemple. Donc, je passe sur ces résultats parce qu'on a pas trop plus le temps de les commenter pour simplement souligner que donc sur certaines questions, notamment touchant à la justice sociale, on a constaté dans les réponses aux questionnaires d'entrée de la première session des taux très inhabituels, des non-réponses très inhabituelles. Par exemple, à la question dite souvent Robin des Bois, que pensez-vous de l'affirmation suivante: pour établir la justice sociale, il faudrait prendre aux riches pour donner aux pauvres? Plus d'un tiers des citoyens ne répondent, répondent au milieu, disent c'était une échelle de 0 à 10, se mettent au milieu, ce qui est une manière de ne pas répondre, ce qu'on ne retrouve pas du tout comme structure de réponse dans le baromètre du CEVIPOF ou dans les enquêtes qui sont posées. Et dans une enquête, sur une question reprise d'une enquête du CREDOC sur les raisons de la pauvreté, c'est pareil, il y a un taux de non-réponse tout à fait inhabituel. Donc ça doit alerter. On sait, les non-réponses aux enquêtes, c'est des informations très importantes et ça doit amener à une hypothèse sur cette absence de prise de position. Et c'est l'idée donc que sur ces questions qui font partie de leur mandat, les questions touchant à la justice sociale font partie du mandat de la Convention. Les citoyens
en fait, préfèrent ne pas répondre, c'est-à-dire suspendre leur jugement avant d'avoir travaillé à cette question. Et donc, il faut être très attentif quand on regarde, quand on fait les comparaisons avec d'autres enquêtes, au fait qu'on peut comparer 2 échantillons, les réponses de 2 échantillons à une même question, mais que quand on touche aux réponses des citoyens de la Convention, on touche à une population qui est en situation de délibération, donc qui ne répond plus du tout comme une population d'enquête répond à un sondage. Et la dernière hypothèse qu'on peut faire, qui reprend un travail fait par Luigi Bobbio sur les types de positions à l'entrée dans la délibération, qui différenciait les positions possibles à l'entrée de la délibération entre plus ou moins informé des conséquences et connaissant bien l'état des débats sur un sujet, et deuxième dimension, des positions claires sur les alternatives en discussion, et qui faisait un tableau à quatre entrées entre l'expression d'un tort quand on ne connaît pas bien les sujets, mais qu'on a l'impression en fait de pas être, de pas avoir son mot à dire, ce qu'on rencontre fréquemment dans les conflits d'aménagement, par exemple, des positions d'incertitude du jugement quand on ne connaît pas bien les positions et qu'on n'a pas on ne connaît pas non plus tellement les alternatives, donc on n'est pas capable de formuler un jugement. Des positions, au contraire, quand on connaît mieux l'état des débats, de suspension du jugement, par exemple, typiquement, c'est les situations d'évaluation, par exemple, où on suspend son jugement tant qu'on n'a pas délibéré du dossier avant de rendre une décision, ou les situations de certitude de jugement, quand non seulement on connaît l'état du débat, mais on a une position arrêtée sur les alternatives. Et c'est typiquement les situations d'assemblée politique, où les gens votent plus en fonction de leur appartenance à tel groupe politique qu'en fonction des alternatives effectivement présentées. Donc, je trouve que c'est un raisonnement extrêmement éclairant, et qu'on propose d'étendre un peu pour décrire aussi l'évolution des positions en cours de libération. On partirait dans la Convention citoyenne d'une position d'incertitude du jugement, qu'on a vu notamment par ces refus et on passerait à une situation de suspension du jugement que traduisent notamment les refus de répondre d'une certaine manière à certaines questions, ou de se positionner plutôt sur certaines questions. Et on passerait à la fin, à la session 7 notamment, à des positions plus claires de certitude du jugement qui se marquent dans les taux extrêmement élevés d'adoption des mesures de la Convention. C'est que quasiment toutes ont été acquises à plus de 90%. Même si c'est un geste de confiance, la certitude du jugement ne dit rien sur la qualité du jugement, elle dit simplement voilà, une adhésion à un jugement. Et donc voilà, c'était ma conclusion.